c'est l'association des business analysts de Côte d'Ivoire. Euh, Elle a été créée en 2019 sous le nom de Association des business analysts de Côte d'Ivoire. Et en 2020, nous avons rejoint la communauté internationale des business analysts, IIBA Global. Et donc, depuis 2020, on porte le nom de IIBA Côte d'Ivoire Chapter. Et en 4 ans, on a eu aujourd'hui plus de 15 membres officiels. J'entends par membre officiel des personnes qui se sont identifiées en tant que membres du chapitre de code sur la plateforme de IIBA Global. On a aujourd'hui plus de 40 membres volontaires. Les chiffres ont un peu augmenté, mais aujourd'hui, on a à peu près une communauté de à peu près 100 personnes, donc de volontaires et de membres officiels qui nous aident au quotidien à pouvoir faire la promotion de la business analyse à travers l'école qu'on organise, à travers les différents événements qu'on essaie d'organiser, toujours dans le but de faire connaître le métier et de faire adhérer aussi à tous ceux qui sont passionnés de, on va dire, de technologie, qui sont passionnés de transformation digitale, de réingénierie des organisations et qui ne savent peut-être pas vraiment où se situer. Ben, nous, on essaie de vous dire que quand vous rejoignez notre communauté, on essaie de vous montrer les différentes facettes de la business analyse et on essaie de vous onboarder dans ce chemin-là avec nous. Donc, chaque année, on essaie d'organiser aussi des groupes d'études pour former à la business analyse. Cette année, on n'en a pas encore eu. La prochaine cohorte sera probablement autour de la rentrée septembre. On vous prépare des belles surprises en tout cas pour la fin de cette année. On essaie d'avoir des partenariats pour pouvoir vraiment faciliter la formation de la business analyse en Côte d'Ivoire. Donc, et après cela, je pense qu'on aura un taux important, en tout cas, de membres certifiés. C'est ça notre objectif aussi, ne pas se limiter qu'à l'apprentissage, mais certifier cette connaissance-là avec l'examen relatif au choix de certification que vous aurez fait. Donc, c'est un peu ça à IIBA. Je me suis peut-être pas présentée. Je suis Nadège Yakba, la présidente de l'association, et je me fais aider avec un bureau dont Jean-Philippe fait partie et qui va faire la modération aujourd'hui. Donc, merci Jean-Philippe. Bonsoir à tous encore et je te laisse maintenant la seconde partie de l'événement de ce soir. Merci Nadège, merci beaucoup. Donc, on va tout de suite débuter et je vais commencer déjà par présenter l'intervenant qui, pour ce mois de juillet, a décidé de nous entretenir sur le lean management. Alors, qui est notre intervenant d'aujourd'hui? Roland Kwasi est diplômé de la promotion 2005 d'ingénieur en logistique et transport de l'INPHB, après avoir obtenu au préalable un DUT dans la même discipline et dans le même institut. Roland est également certifié PMP, donc Project Management Professional, et Nestlé Green Belt. En 2007, Roland rejoint Nestlé, le géant mondial de l'agroalimentaire, en tant que planificateur des approvisionnements au département Supply Chain de la filiale Côte d'Ivoire. Un an plus tard, il sera affecté au siège régional en qualité de responsable de la planification, de la demande et des approvisionnements des produits infantiles pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Pendant 3 ans, il a relevé le défi d'assurer la disponibilité des stocks dans cette région, tout en minimisant les coûts des retours marchés de produits périmés qui constituaient une problématique majeure de l'entreprise. Après une formation intense en Malaisie en Lean Management en 2011, il se verra confier la responsabilité de déployer cette méthode de gestion et d'organisation du travail dans les pays de la région d'UBTA, donc West and Central Africa, à travers donc des formations et le coaching du personnel dans le cadre du programme d'amélioration continue de Nestlé.
En 2020, il rejoint le groupe en tant que Value Chain Business Partner pour la zone Afrique et Moyen-Orient. Il est chargé de conduire donc des programmes de transformation au sein du groupe. Ce sont au total une quinzaine de programmes d'amélioration que Roland a pilotés de 2020 à 2023, contribuant ainsi pour plus de 8 milliards de francs CFA d'économie. Il a notamment participé à renforcer la compétitivité de plusieurs catégories de produits en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, au Kenya, en Égypte et à Dubaï. Ici, on parle principalement des produits culinaires, des produits laitiers et chocolatés, des eaux minérales, du café et d'autres produits infantiles. Depuis janvier 2024, Roland occupe le poste de Supply Chain Development and Lean Manager pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Passionné de qualité, le Lean Management est venu à point nommé dans le développement professionnel et personnel de Roland. Sur le plan professionnel, cela lui a permis de changer sa perception des problèmes et de les voir comme des opportunités d'amélioration et non comme des freins au développement. Comme le dit un proverbe américain, l'adversité est la véritable école de la vie. Elle nous fait grandir. Aussi, fait-il de l'acceptation et de la gestion du changement l'un des facteurs clés de succès dans tout projet d'amélioration. Sur le plan personnel, le Lean Management lui a sculpté un état d'esprit structuré qui est le gaspillage, le superflu, l'inutile, qui n'a aucune valeur ajoutée au projet de vie ou de la société. Roland est marié et père de 3 garçons. Il est passionné de football et est un très grand fan de la Ligue anglaise. C'est vous dire que notre intervenant de ce soir, comme je viens de parcourir sa biographie, est quelqu'un d'assez pointu. Et sans plus tarder, on va lui laisser la parole. Donc, pour ce soir, je vous propose 30 à 45 minutes de présentation. Et juste après ça, on aura une session, pardon, de questions et des réponses. Cependant, je vous propose, pour une meilleure organisation, de nous laisser vos questions dans le chat au fur et à mesure que Roland fera sa présentation. Comme ça nous permettra de passer en revue toutes ces questions-là. Bien évidemment, vous pouvez également les marquer chez vous. Et après la session de présentation donc par Roland, vous aurez la possibilité de poser votre question. Voilà. Bonsoir Roland. Bonsoir Jean-Philippe, merci pour la présentation. Je suis très heureux d'être là ce soir pour partager je peux dire, ma passion, c'est le lean management. Comme tu l'as si bien présenté, j'ai maintenant 17 ans chez Nestlé et sur ces 17 ans-là, il y a 12 ans que j'ai passé dans la pratique du lean management. Donc, à tel point que le lean management a également impacté pas seulement ma vie professionnelle, mais ma vie personnelle, ma vie familiale ou encore relationnelle. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui a réellement eu un impact positif, voilà, dans ma vie. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Euh, Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Je peux, hein? Bien sûr, vas-y. OK. Voilà. Apparemment, apparemment, il faut désactiver le partage actuel. Voilà. OK. Donc, vous dites lorsque vous voyez mon écran. C'est bon, on voit ton écran. Euh, Oui. Reste plus qu'à lancer la présentation. OK. Super. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire un coucou à Jean-Noël, qui est mon aîné, diplômé en logistique et transport de l'INP. Moi, je suis content de le voir encore. Bon, ce n'est pas sa première fois de participer à une telle présentation sur le lean management. Donc, ça sera encore, je vais dire, une répétition pour lui. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. C'est sa petite parenthèse, Roland, mais c'est grâce Oui?
Noël qu'on t'a sollicité parce que lors de son passage au talk, il fait Oui, attends Nadège, il y a un expert en lead management, il faut forcément qu'il participe au billet talk. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec toi. Donc merci beaucoup Jean-Noël. merci Jean-Noël. OK. Je pense qu'on n'a pas assez de temps, on a seulement moins d'1 h 30. Et pour parler de lean management, aujourd'hui, ça sera juste une introduction qu'on aura à faire ensemble. Et comme vous le savez, le lean management, en fait, il est basé sur une philosophie. Donc, la philosophie lean, donc c'est un concept, c'est abstrait. Donc, pour le rendre beaucoup plus concret, on va essayer d'abord de savoir à l'origine d'où est-ce que cette philosophie-là a émergé. Ensuite, parler également des principes de base et après des différents types de gaspillage, parce que je sais que généralement, lorsqu'on demande c'est quoi le lean management pour quelqu'un, automatiquement, il fait référence à l'élimination des gaspillages. Donc, c'est l'un des principes clés de la philosophie Lean. Donc, il serait intéressant qu'on parcourt également ces 8 types de gaspillage-là. Et aussi, l'un des principes assez importants qui est l'amélioration continue, qu'on appelle Kaizen en japonais. Et enfin, on va avoir, je vais dire, une slide qui parle un peu de business improvement parce qu'aujourd'hui, le lean management tend à évoluer vers ce qu'on appelle en fait l'amélioration des business. Voilà. Donc, il va engager tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, pour commencer, sur l'origine, sur le lean management, j'ai préparé une petite vidéo, je crois de 3 ou 4 minutes, qui va nous permettre un peu de retracer cette origine-là. J'espère que vous allez entendre en fait le son, on a testé bien avant. Et si on regardait comment était né le besoin de faire de l'amélioration continue? Pendant les 30 Glorieuses, le seul problème des entreprises était de pouvoir toujours produire plus pour satisfaire une demande qui semblait infinie. À cette époque, les entreprises ne proposaient qu'un seul produit ou un seul service. Le sur-mesure était une exception. Dans ce contexte, le taylorisme et la parcellisation des tâches étaient fortement plébiscités. Pour améliorer la productivité et faire en sorte que n'importe qui puisse travailler sur n'importe quel poste, des experts définissaient la meilleure façon de faire pour les opérateurs. Et si par malheur, un employé était confronté à un problème, alors il devait s'en référer à son responsable hiérarchique pour que celui-ci donne les instructions à suivre. Dans cette organisation, il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Chacun s'assurait de maîtriser son métier pour bien penser les procédures et en contrôler la bonne mise en œuvre. Au niveau des opérateurs, on s'attelait à bien respecter les procédures. Puis, au fil des années, les entreprises se sont complexifiées. La concurrence s'est développée, la demande client a baissé et les produits uniques ont laissé place à des offres de plus en plus élaborées. Face à un tel changement de son environnement, l'entreprise doit s'organiser différemment pour gagner en agilité et répondre rapidement aux fluctuations du marché. Elle doit également adopter de nouveaux comportements pour améliorer la qualité de ses produits et services, tout en assurant la rentabilité de l'activité. Dans cette nouvelle organisation, il n'y a plus d'experts pour penser et des opérateurs pour agir. Tous les employés sont considérés comme étant les experts de leur poste de travail. Ce sont donc eux qui sont les mieux placés pour proposer des idées d'amélioration. Dans cette organisation, la polyvalence est privilégiée pour favoriser la flexibilité des ressources et l'enrichissement des tâches. Dans cette organisation, nous travaillons sur des projets transverses avec des équipes pluridisciplinaires pour améliorer la performance globale. Dans cette organisation, la productivité n'est pas une fin en soi. Elle découle du travail en flux tiré qui permet à l'entreprise de répondre aux besoins du client sans générer de stocks inutiles. Dans cette organisation,
nous ne cherchons pas à travailler plus vite, mais à travailler mieux. Pour cela, nous préférons faire de la qualité plutôt que de la contrôler. Dans cette organisation, le manager n'est plus un responsable hiérarchique qui vient vérifier le travail de ses collaborateurs pour distribuer les bons points et les mauvais points. Le manager est un soutien au service de son équipe pour l'aider à résoudre les problèmes rencontrés. Pour cela, il est sur le terrain au quotidien et fait preuve d'exemplarité sur les comportements à adopter. À tous les niveaux de l'organisation, le manager est aussi le garant du respect de l'esprit Kaizen, comme l'idée que l'amélioration est infinie et commence chez soi et maintenant. En synthèse, l'amélioration continue sort l'entreprise de son organisation en silo pour apporter une vision globale de la chaîne de valeur qui lui permet de s'orienter sur les bons leviers d'action. Elle ne considère pas les employés comme une simple ressource. Au contraire, elle met l'homme au cœur de son organisation pour élever sa performance. Plutôt que de conserver le pouvoir de décision dans les strates hiérarchiques, elle s'appuie sur son réseau de managers lean pour coacher les opérateurs et développer leur autonomie sur la résolution de problèmes. Enfin, dans cette organisation, la transparence et la bienveillance conduisent l'entreprise sur le chemin de la performance par la satisfaction des employés, des clients, des actionnaires et de l'écosystème. OK. Comme vous le voyez, cette vidéo-là explique de manière succincte, mais balaie, je veux dire de manière générale, tout ce qu'on doit savoir sur le lean management. Selon l'historique qui a été présenté tout à l'heure, la production de masse qui était à son apogée pendant les 30 glorieuses, c'est-à-dire où il y avait l'économie qui était en plein essor, la démographie qui augmentait, et donc, en tout cas, la demande était au bon point. Dans ce contexte-là, on ne faisait que produire. L'objectif principal, c'était de satisfaire la demande qui ne cessait de croître. Donc, pendant cette période-là, on n'avait pas besoin, ou encore il n'y avait pas trop de complications lorsqu'il s'agissait des différentes attentes des clients et des consommateurs. Les attentes étaient plus ou moins, n'étaient pas trop différentes d'un consommateur à un autre. Donc, produire plus signifiait réduire également les coûts unitaires de production. Et cela permettait d'augmenter la profitabilité de ces entreprises-là. Mais au fil du temps, vu que la demande a commencé à être beaucoup plus complexe d'un consommateur à un autre, il y avait des attentes plus ou moins différentes. Finalement, cette production de masse qui avait eu son plein essor n'était plus, je veux dire, assez performante lorsqu'il s'agissait de générer des profits. Donc, par conséquent, au niveau du Japon, cette philosophie de pouvoir optimiser les ressources au mieux a commencé à naître, et principalement au niveau de Toyota. Et Toyota, en son sein, avait élaboré un système de production qu'on a appelé le système, le TPS en fait, Toyota Production System, donc en français, système de production de Toyota, qui avait pour objectif de réellement optimiser et minimiser les coûts, mais tout en s'assurant qu'on puisse satisfaire les besoins de qualité. Et ces deux initiateurs-là, Takeshi Toyoda, pardon, qui était le fondateur de l'entreprise Toyota, et Taishi Ono, qui était un ingénieur également réputé, on travaille de concert pour mettre en place ce nouveau système de production. Mais ce système de production était beaucoup plus focalisé dans le secteur industriel. Donc ici, Toyota dans le secteur automobile. Mais à partir des années 90, cette méthodologie a commencé à être diffusée sur tous les continents, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud. L'Afrique était restée encore en marche, encore une fois.
Mais grâce à cette diffusion-là, on a pu également adapter cette méthodologie-là, non seulement au secteur industriel, mais également au secteur des services. Donc tout type d'entreprise, on peut maintenant adopter ou encore appliquer cette méthodologie, cette philosophie nouvelle qui permet aux organisations d'être beaucoup plus efficaces. Et c'est pendant ces années 90-là qu'on a trouvé le nom de Lean Management. Je vais expliquer un peu le principe du TPS, le Toyota Production System. Dans son Toyota, ce système-là était basé sur 5 principes qu'on appelait les 5 zéros. Donc, le premier zéro, c'était d'avoir zéro stock. C'était de réduire les délais au maximum, donc zéro délai de livraison des produits. Zéro panne aussi, il ne faudrait pas que les machines tombent en panne. Zéro défaut, il faudrait que la qualité soit totale. Et zéro papier. Donc, utilisant le système informatique pour réellement éliminer tout ce qui est papier. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un idéal. Donc, c'est, impossible d'avoir zéro stock, ne pas avoir de délai, ne pas avoir de panne, ne pas avoir de défauts de production ou encore de ne pas avoir de papier. C'est vraiment un idéal. Je pense que même dans les années récentes, on a vu Toyota qui avait fait des rappels de voitures. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut pas, Toyota même n'a pas pu atteindre cet idéal de zéro panne. Mais l'objectif, c'est de générer ou encore faire la promotion de cette philosophie selon laquelle il faut toujours se mettre en mouvement d'amélioration. Le fait d'avoir cet idéal-là comme objectif permet à chaque fois de challenger le statu quo. Donc, les performances que nous avons aujourd'hui sont, je peux dire, la baseline de nouvelles performances que nous devons atteindre demain. Le fait qu'on ne pourra jamais atteindre ces 5 zéros-là permettra de créer toujours cette mentalité qu'il faut chaque fois se remettre en cause, chaque fois chercher à améliorer ce que nous avons comme performance. C'est un peu le message, c'est un peu cette philosophie-là qui permet à Toyota ou à d'autres entreprises qui utilisent ce système de management-là de se perfectionner d'année en année. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite à la perfection, il n'y a pas de limite à l'amélioration, d'où le concept d'amélioration continue. Le Lean Management, on le dit, l'évolution des TPS, c'est le Lean Management, à la mesure où on peut l'appliquer dans tous les secteurs d'activité, pas seulement dans le secteur industriel. Donc, le Lean Management, c'est un système d'organisation du travail qui vise à éliminer les gaspillages et à promouvoir la valeur pour le client. Ce qu'il faut savoir, dans nos processus, lorsque tu élimines le gaspillage, automatiquement, tu fais la promotion de la valeur de ton produit. Parce que tu permets à ton produit d'avoir la juste valeur. Souvent, le prix final que nous offrons, nous proposons aux clients est quoi? Souvent, il est gangréné par beaucoup de, de non-qualité, qu'on peut appeler ici les gaspillages. Donc, plus on gaspille, plus le prix final qu'on va offrir aux clients sera élevé. Donc, la valeur réelle du produit ne sera pas représentée par le prix auquel ce produit-là sera vendu. Et la valeur est toujours définie en référence au client. Donc, c'est le client qui va définir, qui va dire que ton produit détient les valeurs pour lesquelles je l'achète. Donc, le référent pour la définition de ce qui ajoute de la valeur ou de ce qui n'ajoute pas de la valeur, c'est le client. Donc, quelques exemples d'entreprises qui ont implémenté
ou encore pratiquer la méthodologie ou la philosophie Lean. Dans le secteur automobile, bien sûr, on a Toyota, Ford, Caterpillar. Dans le domaine agroalimentaire, chez Nestlé, ça a été même un programme mondial. Nestlé, généralement, est défini comme le géant de l'agroalimentaire parce qu'il y a beaucoup de tentacules sur tous les continents, sur tous les pays. Donc, vous imaginez déployer un tel programme mondial, ça a été un gros investissement, mais également, ça a été, un voyage qui n'était pas évident, mais au finish, ce voyage-là a produit de bons fruits, si je peux dire. On a Unilever également dans le domaine logistique, DHL, Boeing, dans le domaine de l'énergie électronique, General Electric, Intel, Dell, la finance, AXA, etc. Donc, vous pouvez voir que l'application ou encore l'utilisation de cette philosophie-là n'est pas réservée seulement au secteur industriel. Maintenant, les principes. Qu'est-ce qui régit le Lean Management? On a 5 principes de base. Le premier principe, c'est d'engager le personnel. En d'autres termes, lorsque tu veux implémenter cette méthodologie dans une entreprise ou encore dans un département, dans une fonction, dans une unité, la première des choses qu'il faut faire, il faut engager le personnel. Parce que les concepts du Lean Management sont totalement différents de la manière traditionnelle dont on gère un service, une entreprise, une fonction, etc. Donc, il faut préparer déjà le personnel à faire ce changement de paradigme pour comprendre cette nouvelle vision ou cette nouvelle manière de penser et d'agir que le Lean Management propose. Comme exemple, comme expérience, lorsque on a implémenté le Lean Management au niveau de Nestlé, il y a eu beaucoup de résistance. Est-ce que le Lean Management sont les questions que le personnel, par exemple, exprimait? Est-ce qu'ils ne viennent pas réduire le staff? Est-ce qu'ils ne viennent pas réduire le travail que nous avons? Est-ce qu'ils ne viennent pas accroître le chômage au sein du staff, etc. Beaucoup de questions, en fait, et beaucoup de résistance. Et la solution qui a permis de surmonter tous ces challenges-là, c'était la communication, c'était la formation, voilà, c'était les explications. Donc, qui ont permis réellement de créer un certain engagement derrière cette nouvelle manière de travailler. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'engager le personnel, quel que soit le niveau d'implémentation du Lean Management d'une entreprise. Le deuxième principe, c'est de comprendre ce qui a de la valeur, donc la définition de la valeur. Comme je l'ai dit, le point de référence, c'est le client, c'est le consommateur, c'est l'acheteur. Celui qui consomme n'est pas forcément celui qui achète. Voilà. Donc, il faut comprendre tous ces points de vue-là par rapport à celui qui achète, par rapport à celui qui consomme votre produit. Troisièmement, une fois que vous avez compris ce que le consommateur, ce que l'acheteur valorise dans votre produit, vous pouvez maintenant partir ou encore, analyser votre processus de bout en bout pour identifier tous les processus qui n'ajoutent pas de la valeur selon les clients. Et en quatrième étape, éliminer ces processus qui n'ajoutent pas de la valeur, donc qu'on peut considérer comme gaspillage. Et enfin, s'améliorer de manière continue, donc la philosophie Kaizen. De telle sorte que les performances que nous allons atteindre en implémentant ce programme-là sera la nouvelle baseline, sera la nouvelle base pour s'améliorer encore. Donc, la méthodologie Lean vise la réduction du temps. Généralement, lorsqu'on implémente la méthodologie Lean, le premier, je peux dire peut-être KPI ou encore l'indicateur qu'on regarde, c'est de voir comment est-ce qu'on a transformé un processus. Peut-être le processus mettait 1 heure de temps, mais
En éliminant les gaspillages dans ce processus-là, on a permis de réduire le temps, par exemple, de moitié. Donc, en réduisant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre d'améliorer, d'augmenter la productivité de nos ressources. Et donc, ça, c'est un exemple de chaîne de valeur. Donc, c'est la chaîne de valeur en vert. Et dans cette chaîne de valeur, on a des gaspillages en rouge. Voilà. Et donc, la méthodologie Lean, à travers ce programme qu'elle propose, va nous permettre d'analyser cette chaîne de valeur-là, identifier les gaspillages, les réduire. Donc, en les réduisant, on réduit le temps de nos processus. Et en réduisant le temps de nos processus, on permet d'avoir quoi? Plus de flexibilité. Dans la mesure où ton processus devient de plus en plus court, tu seras capable d'être beaucoup plus réactif à travers un processus beaucoup plus flexible. Moins de stock, une meilleure qualité de service, des coûts faibles, parce que plus que tu augmentes ta productivité, forcément tes coûts vont baisser, et une meilleure fraîcheur de tes produits. Voilà. Et tout ça va permettre d'améliorer ta compétitivité sur le marché. Alors, pour ce qui concerne la notion de valeur, la valeur, généralement, on la définit comme suit. C'est ce pourquoi le client ou le consommateur est prêt à payer. En d'autres termes, l'acheteur, il est prêt à payer ce qu'il pense, je veux dire, ce qu'il pense en fait utile ou encore intéressant pour satisfaire un besoin bien précis. Je prends un exemple. On peut avoir, je prends, voilà, la bouteille de bière. Je crois ils avaient initié ce qu'on appelle le Easy Opener, la capsule qu'on peut facilement en fait ouvrir. La question, c'est de se poser, est-ce que celui qui boit, par exemple, la bière, est-ce que cette fonctionnalité-là a de la valeur pour lui? Est-ce que c'est ce qu'il recherche réellement? D'autres, si tu questionnes certains consommateurs, vont te dire, bon, ils ne voient pas peut-être l'importance. D'autres verront une certaine importance. Voilà. Mais celui qui ne voit pas une certaine importance par rapport à cette nouvelle fonctionnalité-là, cela signifie que pour lui, ce qui a été créé par l'entreprise n'est que pur gaspillage. Il aurait pu investir cet argent-là dans quelque chose d'autre pour lequel le client, le consommateur, est prêt à débourser de l'argent. Donc, tout ce qui ne représente pas je vais dire, ne représente pas, pardon, une valeur pour le client et pour le consommateur peut être défini comme étant un gaspillage. Et on va voir tout à l'heure les différents types de gaspillage qu'on peut identifier dans nos processus, dans nos organisations. Alors, selon la méthodologie Lean, on a 8 types de gaspillage. Le premier gaspillage, c'est ce qu'on appelle la surproduction, donc l'overproduction. Okay? On va le voir tout à l'heure dans les slides qui vont suivre. Chaque gaspillage, je vais essayer d'expliquer les fondements selon la méthodologie Lean, selon la pensée Lean. Donc, on a la surproduction, on a le stockage, ici en anglais inventory, on a ce qu'on appelle le transport, les temps d'attente dans nos processus, la surqualité, on peut définir comme ça, overprocessing, tout ce qui est défaut pour retravailler, tout ce qui est mouvement et également tous les talents qui ne sont pas utilisés à bon escient, non utilized talent. Donc, ce sont les 8 types de gaspillage selon la philosophie Lean. Et si vous voulez vous rappeler, il y a une technique simple qu'on appelle Thinwood. Bon, c'est juste un acronyme qui permet de rappeler quels sont les différents types de gaspillage. Donc, T pour transport, I pour inventory, donc stockage, M pour motion, les mouvements, W pour waiting, les attentes,
O, overproduction, la surproduction. Overprocessing, D, defects, les défauts. Et puis S pour skills, pour dire les talents qui ne sont pas utilisés. Voilà. On va aller maintenant sur chaque type de gaspillage et essayer d'expliquer un peu ce fondamental. Donc, lorsqu'on parle de surproduction, généralement, la surproduction est caractérisée comme étant le père des autres gaspillages. Lorsqu'on parle de surproduction, c'est produit plus que ce que le client ou encore l'acheteur, le client a besoin. Donc, la demande, généralement, peut être de 100, mais nous, on produit 200. Pourquoi? Parce que notre processus de production est défini de telle sorte que si on produit moins de 200, les coûts unitaires seront élevés. Donc, on va produire, même si le client ne veut pas, bon, on va produire pour stocker. Donc, c'est en ce sens qu'on définit la surproduction comme le père des autres gaspillages. Parce que lorsque tu surproduis, tu es obligé de stocker. Et le stockage, c'est un gaspillage également. Produit avant la commande. Voilà. Tout ça contribue à la surproduction. Deuxièmement, on a le stockage. Donc, une surproduction, forcément, va causer un stockage de produits. Aujourd'hui, on n'a pas le choix parce qu'il y a des matières premières qui sont importées de pays lointains, qui proviennent de la Nouvelle-Zélande, qui proviennent de la Hollande, etc. Pour ne pas être en rupture de stock, il faut bien stocker une certaine quantité. Mais cela n'est pas une raison. Le stockage ou encore le stock, comme on le sait, c'est un capital qui ne produit pas. Comme on le dit, généralement, il y avait un professeur qui disait que le stock, c'est de l'argent qui dort. Donc, il ne produit pas d'intérêt, il ne produit pas, en fait, il n'est pas rentable. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de minimiser notre niveau de stock. En faisant quoi? En essayant d'identifier ou encore en essayant de voir nos sources d'approvisionnement, généralement de les rapprocher vers nos unités de production. Ça nous permet de réduire les délais d'approvisionnement parce que plus tu réduis ton délai d'approvisionnement, moins tu as un besoin de stockage. Ensuite, le transport. Donc, le transport de matières premières. Peut-être d'aucuns diront que pourquoi est-ce que le transport est vu comme un gaspillage? Si on ne peut pas transporter, on ne peut pas avoir le produit, la matière disponible pour la production. Le transport est effectivement un gaspillage parce que je ne pense pas qu'un client valorise ton produit parce que tu l'as sourcé à peut-être, je ne sais pas, à 1200 km. Non. Ce qui importe le client, ce qui importe le consommateur, c'est le produit, le rôle fonctionnel que le produit va jouer pour satisfaire son besoin propre. Donc, je veux dire, ne considère pas la distance qui a été parcourue, la distance que ton produit ou encore ta matière première a parcourue pour être utilisée pour produire ce produit fini-là. Donc, la meilleure des choses à faire également, c'est de minimiser le transport tant que c'est possible. À travers, il peut y avoir des initiatives de localisation de vos sources d'approvisionnement, parce qu'il y a des sources d'approvisionnement, comme je l'ai dit, des produits qui sont importés. Mais est-ce qu'on peut avoir des fournisseurs au local, en Côte d'Ivoire par exemple, pour réduire au maximum le temps d'approvisionnement de ces matières ou encore de ces produits finis-là? Parce qu'un long temps de transport, un long temps d'approvisionnement, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer également un besoin de stockage. Ensuite, les temps d'attente. Donc, entre nos différents postes de travail, souvent il y a des temps d'attente. Souvent, on a un poste de travail A, okay, qui est trop lent. Donc, le poste de travail B attend que le poste de travail A finisse de travailler pour pouvoir commencer, lui, son activité. Mais plus on a des temps d'attente dans nos processus de production, plus également le cycle de production est long.
et plus le cycle de production est long, ça sous-entend également que quoi? Que généralement, on sera amené à produire plus parce que notre temps de réactivité à la demande sera également faible. Donc, pour s'assurer que on satisfasse à chaque fois les besoins des clients, on est obligé de faire, par exemple, des stocks parce que notre temps de production n'est pas capable de réagir au changement de la demande. Donc, les temps d'attente sont des temps normalement qui n'ajoutent aucune valeur au système de productif, qui n'ajoutent aucune valeur au produit final, qui n'ajoutent que des coûts, parce que les coûts fixes sont toujours là. Le fait qu'on ne produit pas, le fait qu'on attende, les coûts fixes existent toujours dans notre PNL, si je peux dire. Ensuite, l'over processing, c'est la surqualité. Comme j'avais donné l'exemple en fait de l'easy opening. Souvent, les ingénieurs ont tendance à proposer des produits assez complexes, mais pour autant, pour le client, ce sont des choses ou encore des spécifications que le client, que l'acheteur ne valorise pas en réalité. Voilà. Souvent, peut-être on peut fabriquer un carton avec une grosse épaisseur, donc qui va faire que le prix du carton sera beaucoup plus élevé, alors qu'en réalité, pour les produits que ce carton est censé protéger, on n'a pas besoin d'une telle épaisseur, on n'a pas besoin d'une telle résistance. Voilà. Donc, le fait de manufacturer un produit avec une qualité assez élevée, au-delà même des attentes du client, on peut le considérer également comme du gaspillage. Parce que le consommateur ne va pas valoriser cette surqualité. Ensuite, les défauts de production ou les retravailler. Voilà. À l'issue de notre système, après avoir produit, on voit que peut-être sur 100 produits, on a 20 produits sur lesquels on a des défauts. Donc, on est obligé souvent de les récupérer, de les remettre dans le système de production pour corriger ces erreurs-là. Et tout ça, ce sont des coûts additionnels qui ajoutent des coûts inutiles à notre prix final. Les mouvements, souvent dans nos opérations, on peut voir quelqu'un qui juste pour imprimer un document, peut-être à remettre à un cariste, c'est-à-dire ceux qui conduisent des équipements logistiques au sein des entrepôts, par exemple. Le gars, il va imprimer son document, mais il va marcher peut-être 10 à 15 minutes pour récupérer ce document-là et venir le remettre en fait au cariste. Mais tout cela, ça impacte également la productivité de tout le système productif. Généralement, la manière dont le site est conçu peut créer ces mouvements inutiles. Voilà. Ou bien même ça peut être dans une entreprise de service où on parle beaucoup on manipule beaucoup plus l'information, on utilise peut-être des documents pour communiquer, etc. Voilà. Le fait également de concevoir, vraiment pas de layout, mais de concevoir l'architecture de l'environnement de travail peut impacter le nombre de mouvements. On peut générer beaucoup de mouvements au niveau des différents collaborateurs pour effectuer une activité ou encore une tâche bien précise. Donc, les mouvements impactent également la productivité des différentes ressources. Et enfin, les talents qui ne sont pas utilisés. Souvent, tu peux avoir un ingénieur, OK? Il est diplômé l'ingénieur, mais il va conduire un chariot élévateur, tout simplement parce que peut-être il n'y a pas de boulot. Mais on n'utilise pas réellement son talent à bon escient. Et le fait aussi de ne pas responsabiliser nos collaborateurs, souvent on n'utilise pas également leur talent à bon escient. Il serait intéressant
de leur donner en fait une certaine autonomie de créativité pour contribuer également au bien-être ou encore à la performance de la fonction, du département, etc. Voilà. Et le plus dangereux des gaspillages, comme le dit Shigeo Shingo, ce sont les gaspillages qu'on ne voit pas. En d'autres termes, si on n'est pas formé sur ces différents types de gaspillage, on ne saura pas que ce sont des gaspillages que nous sommes en train de générer actuellement dans nos organisations ou encore dans nos processus de production. Donc, il serait intéressant que dans toute organisation, on puisse connaître ces différents types de gaspillage. On puisse savoir que le transport, c'est un gaspillage. Le stock, c'est un gaspillage. Dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, les gens ont tendance à avoir beaucoup de stock parce qu'ils se disent, OK, si on a beaucoup de stock, on est sûr qu'on ne va pas rater une demande. Bon. Alors qu'on immobilise le capital qui peut être en fait investi dans quelque chose qui ajoute beaucoup plus de la valeur, qui peut permettre en fait à l'entreprise de grandir encore beaucoup plus. Voilà. Donc, la connaissance de ces différents types de gaspillage-là est également très importante. OK? Et pour cela, je vais faire juste une petite simulation qui va un peu rappeler le concept de valeur et le concept d'analyse de la chaîne des valeurs à travers l'identification des gaspillages dans cette chaîne de valeur. Donc, je prends l'exemple d'un business de produits laitiers. Donc, pour le business de produits laitiers, par exemple, le yaourt, qu'est-ce qui a de la valeur pour le client, pour celui qui va acheter et consommer le yaourt? Qu'est-ce qu'il aime dans le yaourt? Donc, on a dit par exemple qu'il recherche un yaourt qui est onctueux. Voilà, onctueux. Donc, pour tout ce qui concerne le goût, le plaisir de consommer ce yaourt-là, bien onctueux, avec une bonne quantité de lait. Ensuite, il veut également un yaourt qui a un prix abordable. Parce que si ce yaourt-là est au-dessus de son pouvoir d'achat, il ne pourra pas en fait l'acheter. Donc, il faudrait que ce yaourt-là soit abordable en termes de prix. Le yaourt, l'allure du yaourt, en d'autres termes, le packaging, la manière dont il est emballé, il doit être également, je veux dire, attirant. Donc, l'apparence de ce yaourt-là est assez également critique. Parce que si ce consommateur, ce client-là va dans un rayon, il a des choix multiples de yaourt. Mais pourquoi est-ce qu'il doit choisir le yaourt A par rapport au yaourt B? Peut-être que le yaourt A a une allure beaucoup plus, je veux dire, hygiénique, attirant et fait appel, par exemple, réellement en fait, à un produit laitier par rapport au yaourt B. Quatrième valeur que le client considère, pardon, c'est la sécurité alimentaire. Lorsqu'il voit ce yaourt, il peut voir que si je consomme ce yaourt-là, je ne vais pas avoir mal au ventre ou je ne vais pas tomber malade. Et enfin, la disponibilité. Il faut que ce yaourt-là soit disponible. S'il n'est pas disponible dans le rayon, il ne pourra pas acheter. Donc, voici ces différentes valeurs-là qui guident le consommateur à choisir un yaourt A par rapport à un yaourt B. Donc, normalement, si on se fie à ce que le consommateur ou le client valorise, voici ce qui devrait être notre processus de production idéal. J'ai bien dit idéal. C'est-à-dire qu'on doit avoir, par exemple, dans notre processus de production, un processus de mélange de pasteurisation qui va permettre d'avoir ce yaourt onctueux. Et également, on doit avoir un système qui va permettre de remplir et de sceller le yaourt pour assurer la sécurité alimentaire. L'emballage pour assurer une bonne apparence. OK? Et une bonne livraison à temps pour assurer la disponibilité de ce produit-là. Et le tout devrait permettre d'avoir un yaourt à un prix abordable. Parce que ici, il est dépourvu de tout coût additionnel. Parce que ces activités qui sont là permettent réellement de fournir ce que le client aime dans un yaourt. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on a quoi? Pour produire le yaourt, on est obligé d'importer le lait,
en poudre de Nouvelle-Zélande. Même les emballages également, peut-être d'Hollande. On peut dire ça comme ça. Mais pour pouvoir avoir ce lait de Nouvelle-Zélande, l'emballage de l'Hollande, il faut bien le transporter. Donc, voici déjà les premiers gaspillages qui rentrent en ligne de compte. Pour quelqu'un, je vais dire lambda, il va penser que non, oui, c'est normal, on doit transporter, mais il ne va pas percevoir le transport comme étant un gaspillage. Alors que si quelqu'un a cette notion-là de gaspillage, il pourra savoir que c'est nécessaire de transporter, mais il faut faire tout ce qui est, donc, tout ce qui est possible pour pouvoir minimiser au plus la distance ou encore la quantité de transport qui est générée à travers ce processus. En faisant quoi? Comme je l'ai dit, en cherchant peut-être un fournisseur qui est beaucoup plus près de notre pays ou encore un fournisseur qui est basé en Côte d'Ivoire, etc., etc. Pareil pour les emballages. Parce que plus le lead time est élevé, plus on sera obligé de commander de grandes quantités pour éviter d'être en rupture de stock. Parce que souvent, le temps de livraison, souvent ça avoisine les 6 mois. Donc, on est obligé forcément en fait de faire un peu de stock. Ensuite, lorsqu'on stocke, maintenant, il faut utiliser ces produits-là, ces matières-là, pour produire notre yaourt. Et il y a des mouvements qui sont effectués entre le centre de stockage et les unités de production. Donc, mouvement, ça peut être mouvement de personnes, mouvement logistique, et entre même les différents processus de production, entre la pasteurisation, le scellage, l'emballage, on a des temps d'attente. Et aussi, puisque je veux dire, le temps de pouvoir satisfaire la commande des clients, la demande des clients est assez long, on est obligé de faire quoi? De produire plus pour stocker, de telle sorte qu'on puisse satisfaire la demande des clients à temps. Donc, la surproduction, le stockage. Et plus tu surproduis, il y a une forte probabilité d'avoir également beaucoup de défauts, beaucoup de retravaillés de produits. Voilà. Donc, vous pouvez voir comment est-ce que ces différents types de gaspillage-là viennent gangréner notre processus de production et à la fin, notre coût de production se trouve élevé. La méthodologie Lean veut encore sous-tend qu'on analyse à chaque fois et de manière cyclique notre processus de production, identifier ces différents types de gaspillage et voir dans quelle mesure on peut les éliminer, les réduire, les minimiser. Voilà. Et c'est une bonne transition pour ce qui concerne le Kaizen. Le Kaizen qui concerne en fait l'amélioration continue. Et l'amélioration continue est basée sur la méthode ou le concept PDCA, qui consiste d'abord à planifier. Lorsque tu as une problématique, tu planifies la résolution, tu implémentes, donc tu développes, tu contrôles et tu ajustes. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Planifier signifie, pour un problème bien précis, identifier les causes racines et définir les solutions qui vont permettre d'éradiquer ces causes pour résoudre le problème qui a été identifié. Ensuite, lorsque ce problème, les solutions ont été définies et bien planifiées, il faut les implémenter. Donc, c'est la phase de développement maintenant. Donc, on implémente les différentes solutions pour pouvoir résoudre le problème. Et en implémentant, il faut contrôler pour voir est-ce que ce que nous sommes en train d'implémenter réellement délivre l'impact escompté. Est-ce que ça résout notre problème? Et en résolvant ce problème, ça nous permet d'atteindre un certain niveau de performance encore. Et enfin, ajuster. Ajuster va consister à faire un bilan de notre première phase d'amélioration et déclencher le nouveau cycle d'amélioration. Donc, d'où ce cycle ou ce cercle qui représente cette amélioration continue. Et l'amélioration
continue est basée sur le fait que on s'améliore en progressant vers le haut. On ne fait pas 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Non. Dans ce cadre-là, on ne s'améliore pas, mais au contraire, on décroît. Donc, l'amélioration aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, va représenter la nouvelle baseline, la nouvelle référence pour encore s'améliorer beaucoup plus, je veux dire davantage. Toujours pour ce qui concerne les cycles d'amélioration permettent également d'atteindre certains niveaux de maturité. Et dans la méthodologie Lean, on a 3 niveaux de maturité. Il y a la stabilité, il y a la fluidité et il y a l'agilité. La stabilité consiste à faire de telle sorte que nos processus deviennent fiables. Ce pourquoi ces processus ont été définis permettent réellement en fait, d'atteindre les objectifs pour lesquels ces processus ont été mis en place et de manière consistante. La fluidité va consister à faire de telle sorte que nos processus soient beaucoup plus rapides. Donc, en éliminant tout ce qui est frein au flux, à la circulation normale de notre flux de production. Donc, tout ce qui est goulot d'étranglement, bottleneck, tout cela dans notre processus de production, donc dans notre processus de travail, doivent être éliminés, enlevés, pour assurer une certaine fluidité de nos opérations. Et cette fluidité-là va nous permettre de faire quoi? D'accélérer nos processus de travail et de permettre à ce que nous soyons agiles. Parce que plus on est rapide, plus on est capable de réagir au changement de l'environnement et dans un temps bien défini. Voilà. Donc, ces différents niveaux de maturité-là vont permettre à l'organisation de progresser en termes de performance, donc vers un système de production qui n'est pas consistant, qui est aujourd'hui peut-être mauvais, de même bon, vers un processus qui est beaucoup plus consistant, en d'autres termes, qui atteint ses objectifs de manière consistante, mais également qui continue toujours de progresser et qui est agile, qui permet de s'adapter aux différents changements de l'environnement. Et nous avons certains outils, Lean, qui existent, des outils pour identifier les gaspillages. Par exemple, on a le mapping, qui consiste en fait à cartographier tous nos flux, toutes nos activités, et qui va nous permettre d'identifier ces différents types de gaspillage. Ensuite, pour stabiliser, on a d'autres outils tels que le Jidoka qui adresse tout ce qui est qualité, pareil pour le Poka-Yoke. Le 5S qui est utilisé généralement dans l'environnement industriel, qui consiste à réellement optimiser notre environnement de travail, définir où est-ce qu'on doit poser ceci, poser cela, définir, à s'assurer que notre environnement de travail est très bien ordonné et qui va éviter qu'on perde du temps, par exemple, dans la recherche de tel ou tel matériel pour pouvoir effectuer notre travail. Ça s'applique dans l'environnement industriel, mais également ça peut s'appliquer dans l'environnement office, c'est-à-dire sur ton bureau de travail, tu peux bien ranger tes stylos, tes cahiers, etc., de telle sorte que lorsque tu veux chercher quelque chose, ça ne te prend pas plus de 2 secondes. Fluidifier, donc la fluidité, il y a des outils avec des noms japonais, Mizusumashi, qui permet en fait d'optimiser les différents flux de production. C'est beaucoup plus technique, mais ça permet de réduire, par exemple, le nombre de transports ou encore la distance entre un point A et un point B, de telle sorte qu'on puisse réellement réduire les temps d'approvisionnement au sein d'une unité de production. Voilà. Ça s'applique beaucoup plus en environnement industriel. Le Lean Warehousing, c'est toutes les méthodologies qui permettent d'optimiser la gestion à l'intérieur des magasins, etc. Et synchroniser le système Kanban qui permet de gérer notre système de production en fonction de la demande. Voilà. En d'autres termes, on déclenche la production seulement lorsqu'il y a demande.
ce qui va permettre de réduire les niveaux de stock entre les différents processus, etc. Et même le takt time, il va représenter la fréquence, la cadence à laquelle, normalement, notre système de production doit fonctionner. Il dépend aussi de la demande du client. Donc, le dernier slide est beaucoup plus sur le business improvement. J'avais dit que la méthode Lean aujourd'hui réellement évolue vers le business improvement. Je prends d'ailleurs, je prends en fait l'exemple de Nestlé. Ici, vous pouvez voir le cycle d'amélioration continue. Là. Et ce cycle d'amélioration continue est basé sur les 5 principes qu'on a du Lean Management qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de l'application sur les business improvement, on a développé une méthodologie qui permet de réellement optimiser toute la chaîne de valeur d'un business bien précis. Au sein de Nestlé, on a plusieurs business. On a le business des produits culinaires, Maggi. On a le business des produits chocolatés, Milo. On a le business des produits infantiles, tels que Cerelac, NAN, etc. Voilà. Donc, tous ces business-là sont gérés par un business executive officer. Donc, ce business executive officer qu'on appelle BEO, par exemple, si il constate que son business est en souffrance, il a des difficultés pour accroître sa part de marché, peut-être même qu'il perd des parts de marché, il a des difficultés sur sa profitabilité, automatiquement, il peut saisir ou il va saisir le département en ligne pour voir comment est-ce qu'on peut lancer un programme qu'on a mis en place qu'on appelle le programme IBO, Identify Business Opportunity. L'objectif, c'est de quoi? Comme vous pouvez le voir ici, l'un des principes, c'est Engage Cross-Functionally. L'objectif, c'est de mettre ensemble tous les acteurs de la chaîne de valeur, par exemple du business de produits culinaires, Maggi, puis c'est là-bas qu'on perd de la part de marché. On va réunir tous les acheteurs, les producteurs donc, au niveau de l'usine, les logisticiens, le marketing, la vente, etc. Donc, toutes les fonctions qui interviennent dans la chaîne de valeur de ces produits culinaires-là. On va former une équipe qui va travailler de manière cross-fonctionnelle. Et pour cela, la méthodologie qu'on a mis en place est d'abord de définir le scope du projet, ensuite définir ce qu'on appelle Customer and Consumer Value Drivers. C'est ici qu'on essaie d'identifier qu'est-ce que le consommateur ou encore l'acheteur valorise dans un produit, par exemple, culinaire. OK? Et en fonction de ça, on pourra maintenant venir ici dans notre chaîne de valeur, analyser notre chaîne de valeur pour voir où est-ce qu'on pêche à satisfaire les besoins du client et du consommateur. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié les gaps dans notre chaîne de valeur, on va maintenant réfléchir pour identifier des opportunités et ici, identifier ces opportunités, les prioriser, mettre un plan d'implémentation et implémenter ces solutions-là. Et à la fin, on fait un bilan et on peut voir encore où est-ce qu'on peut s'améliorer pour initier un nouveau cycle d'amélioration si on a le besoin en fait de le faire. Voilà. Et vous allez voir en fait au niveau de la chaîne de valeur, c'est un cycling au niveau de la chaîne de valeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une analyse vraiment end-to-end. Chaque acteur va aller dans sa fonction, chercher à comprendre les problématiques, les difficultés qu'il rencontre, voilà, qui après serviront de base pour définir des projets d'amélioration afin de solutionner la problématique de ce business-là. Voilà. Donc, c'est ici que ma présentation prend fin. Je pense qu'il a pris plus de temps que prévu. L'heure maintenant aux questions. Merci. Donc, je vous laisse la parole. Merci Roland, merci pour cette très enrichissante présentation. J'avoue que j'avais plusieurs questions, mais je pense que, j'avais plusieurs questions que j'avais notées
lors de ta Oui, présentation, qui ont trouvé réponse justement dans les autres slides qui ont suivi. Voilà, c'est dire que ta présentation était très enrichissante. Et du coup, voilà, j'espère tout de même que on a certaines questions donc dans notre assistance. bien Euh, sûr. j'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, Mhm. si vous permettez, voilà, si vous avez une question, vous pouvez lever la main et puis ouvrir votre micro pour intervenir. On a déjà une main. Xavier, Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonsoir à tous déjà. Moi, c'est Xavier Ouattara. Donc, avant tout propos, je vraiment tenais à féliciter déjà M. Kwame. En tout cas, c'est une présentation qui est à la fois attractive et valorisante pour nous qui avons le contact tous les jours avec le métier. Donc, je voulais revenir un peu sur l'avant-dernier slide. Donc, j'avais une question. Là, j'ai compris que vous êtes sur du lean management qui applique des méthodologies plus ou moins Six Sigma, en fait. Donc, aller sur du DMIC. Et en fait, j'ai constaté que vous commencez plutôt par la problématique et ensuite vous attaquez les personnes cibles. En fait, je me demandais, est-ce que dans une logique d'amélioration continue, est-ce que dans cette approche, il ne faudrait pas plutôt prioriser qui, en fait, avant de voir qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problématique? Donc, je me dis peut-être d'expérience aussi, vous avez des cas pratiques qui font qu'aujourd'hui, vous optez plutôt pour ce process-là. Donc, c'est là vraiment ma question. Donc, je veux bien comprendre et puis aussi avoir votre retour d'expérience. Peut-être que ça pourrait m'aider aussi dans mes interventions futures. Merci. Ok. Peut-être juste donc une question pour mieux comprendre en fait ta préoccupation. Lorsque vous dites il faudrait considérer qui d'abord avant de considérer la problématique, est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un peu plus sur le qui concrètement? Oui, effectivement. Donc là, Hmm. vous avez des clientèles, n'est-ce pas? Donc, vous targetez Oui, généralement un produit pour un client. Donc, le produit est conçu pour un client. Donc, généralement, on parle de customer first et tout ça. Donc, ça ces oui. clients-là, quelles problématiques ils rencontrent au quotidien et tout ça? Est-ce qu'on part sur déjà une logique d'amélioration ou on part il n'y a rien du tout? Donc, on Mhm. part scratch en fait. Ah, ok, Mm. ok, c'est bien compris. Par expérience, il faut dire que le end goal, le but final d'un business, c'est de faire quoi? C'est de faire du profit, c'est de faire également de la croissance. Donc, le premier indicateur qui va déclencher un programme d'amélioration continue sur un business bien précis, ce sont ces deux indicateurs, croissance et profitabilité. Mais dans la résolution de cette problématique-là, la première étape que nous devons faire, en plus de engager ceux qui vont travailler sur ce projet-là, c'est de comprendre d'abord quelles sont les attentes du client, quelles sont les attentes de celui qui va consommer, qui va acheter le produit. Donc, c'est le point de départ. Parce que c'est à travers cette compréhension-là de ce qu'il valorise qu'on va repartir maintenant dans nos processus pour pouvoir voir est-ce que moi, en tant qu'acheteur, par exemple, si la problématique, c'est une problématique de profitabilité, moi, en tant qu'acheteur qui achète pour ce business-là, est-ce que ma stratégie d'achat est la meilleure qui permet réellement d'optimiser mes coûts? Est-ce que j'achète mes produits-là à la même qualité, mais au coût optimal qu'il faut? Donc, c'est dans ce sens-là que des réflexions vont être menées, des données vont être collectées, vont être analysées pour étayer, pour supporter les conclusions et les solutions qui vont être prises plus tard. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on part d'abord du business, parce que c'est le business qui nous importe, mais pour pouvoir résoudre, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le client, qu'est-ce que l'acheteur veut concrètement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez bien répondu. Je pense que c'est effectivement la problématique que je voulais soulever là avec l'approche, en fait. Ah, OK. Généralement,
Quand on est dans une approche d'amélioration continue, on a déjà un existant, on a un produit qui tourne déjà. Donc, on part généralement sur les problématiques rencontrées sur ce produit afin de Oui, pouvoir satisfaire nos utilisateurs. Mais oui, généralement, quand on est dans du lean management from the scratch, from beginning, oui, donc on est oui. sur un nouveau produit, généralement, on part de la personne, donc de voir déjà qu'est-ce qu'ils ont comme besoin afin Oui, de proposer une valeur, en fait. oui, Donc, je pense oui, qu'on est oui. aligné. Là, on est plus dans une amélioration que. Justement, C'est justement. ça. Voilà. Mm. L'exemple que j'avais présenté, c'est pour des business qui sont déjà établis, C'est ça. effectivement. Mm. Voilà. Ok, je pense que tu as répondu clairement et vraiment j'apprécie bien ta présentation encore une fois. Donc j'espère vraiment avoir d'autres interactions avec toi pour apprendre davantage. Pas de Merci beaucoup. problème. Elles sont prises. Bonsoir Gilles. Merci, merci Xavier. Il y a Gilles également qui a levé la main. Gilles, tu peux y aller, s'il te plaît. Ouvre ton micro et puis Ok, voilà. bonsoir à tous. Merci beaucoup à- au, présentateur. Roland, Roland Kwasi. Roland Kwasi. Oui. Ah, je croyais que c'était Kwame Roland. Ok, d'accord. Donc, Roland Bon, Kwasi. il y a Kwame même dans mon nom, il n'y a pas de problème, c'est pareil. D'accord, ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, j'ai vraiment aimé la présentation. Comme j'avais suivi certaines formations en ligne aussi sur un peu tout ce qui parlait de qualité, Six Sigma. Donc, j'avais deux questions. Euh, Déjà, j'ai vraiment désolé, j'ai pas pu prendre au début la formation, donc j'ai pris ça en cours. Premièrement, je voulais savoir dans les outils liés aussi au lead management. Je sais qu'il y a l'examètre de Quintilien. Je sais pas si vous en avez parlé. Si oui, et il y a aussi un Le, outil, l'examètre de Quintilien. J'avais appris ça aussi dans ma formation, mais j'ai vraiment pas bien compris à quoi ça correspondait et ils m'ont parlé d'un outil aussi qu'on appelle le Quick Response Quality Control qui permettait aussi de faire aussi des contrôles aussi liés à tout ce défi de qualité dans le lead management. Ces deux outils-là m'ont paru un peu complexes à comprendre. Mhm. Bon, personnellement, j'avais voulu peut-être vous les soumettre si possible, vous pouvez m'aider à les comprendre. Et aussi dans la présentation, j'ai vu que vous étiez un peu plus basé sur le volet industriel. C'est vrai que moi, un background un peu informatique, mais Mhm. je me dis aussi, est-ce que le lead management, côté informatique aussi, on pourrait pas avoir aussi une application? Bon, peut-être pas, c'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais juste de façon, peut-être en quelques mots, comment est-ce que aussi on pourrait l'appliquer à ce niveau-là? Euh, voilà mes quelques Ok, questions. C'est juste ces quelques questions. ok. C'est vrai que j'ai voulu aussi que vous touchiez un peu aussi le côté du transport parce que j'avais compris que vous avez fait une tableau, il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment connectées à Oui. ce domaine de qualité. Et au niveau, dans ma petite formation que j'avais eue, on m'a dit qu'au niveau du transport, surtout l'aviation, là-bas, les Mhm. niveaux de qualité sont tellement élevés que là-bas, même, ils peuvent même pas permettre, quand ils conçoivent dans l'architecture des avions, il y a un niveau de qualité qui existe même dans la production pour éviter même les erreurs, en fait. Là-bas, les erreurs sont encore plus, je dis, bon, on peut dire dans le Six Sigma, c'est-à-dire, ils descendent, en fait, à un niveau encore plus élevé de qualité en termes C'est ça. parce qu'ils estiment que s'il y a une défaillance dans un avion, c'est plus de 1000 personnes qui peuvent mourir. Donc là-bas, ce niveau de qualité-là est élevé. Et je me dis, le but aussi peut-être du lean management, c'est aussi peut-être la sécurité au-delà du revenu. Donc je me demande, est-ce que cet aspect aussi ne peut pas prédominer dans le choix de ceux-là qui sont les leaders dans ce domaine-là, plus de regarder la sécurité que même le Mhm. revenu aussi. Je sais pas si, bon, comme j'ai pris la formation en cours, j'ai peut-être pas vu beaucoup de parties, mais peut-être si vous pouvez revenir sur ça aussi, ça peut permettre de mieux comprendre ce domaine-là aussi. Donc, c'est ce que Ok, je voulais poser comme question. Merci beaucoup. ok, il n'y a pas de problème. Euh, En fait, on n'a pas, je crois, élaboré sur tes deux questions, mais je pourrais apporter des clarifications. Je vais commencer d'abord par la deuxième. D'abord, il faut savoir que le Lean, généralement, on entend parler de Lean Six Sigma, OK? Mais il y a la méthodologie Lean et il y a la méthodologie Six Sigma.
Mais ces deux méthodologies-là, je peux dire qu'elles sont inséparables parce que le Six Sigma vise l'amélioration de la qualité. Le Lean englobe la qualité, mais également la célérité de nos processus, d'où l'élimination des gaspillages dans nos processus. Le Six Sigma, généralement, on va utiliser la méthode DMAIC pour résoudre des problèmes. Et le Six Sigma va nous permettre, par exemple, de réduire le niveau de variation dans un processus. Par exemple, pour laquelle tu as pris l'exemple de l'aviation. Dans l'aviation, effectivement, on ne doit pas avoir une marge d'erreur élevée. On doit avoir un système de travail qui permet d'avoir la qualité requise à presque 100%. Parce que lorsqu'on se trompe, c'est des centaines de vies qu'on perd. Donc, à ce niveau-là, généralement, on utilise les outils statistiques, les outils de DMAIC pour réellement réduire le niveau de variation dans ces différents processus-là. Et quand tu réduis le niveau de variation, qu'est-ce que tu crées? Tu crées de la stabilité dans ton processus, tu crées de la consistance dans ton processus. Voilà. Mais le Lean Management, comme je l'ai dit, en plus de rechercher la qualité, donc, raison pour laquelle on va associer la méthodologie Lean Six Sigma pour soutenir également les objectifs du Lean Management. Donc, au-delà du Six Sigma, des outils de Six Sigma, principalement le DMAIC, on a maintenant les outils Lean qui vont te permettre de créer beaucoup plus de célérité dans tes processus. Voilà. Donc, je voulais faire un peu la différence entre la méthodologie Lean et la méthodologie Six Sigma. Mais les deux sont complémentaires. Voilà. Maintenant, sur l'aspect de mettre l'accent sur la sécurité, effectivement, lorsque on implémentait le Lean Management au sein de Nestlé, il y a ce qu'on a appelé le niveau compliance, ou encore d'abord même les fondations. Voilà. C'est-à-dire, avant même de parler de Lean Management, on a eu un module ou encore un programme qui consistait à assurer que les fondations soient fortes avant d'embrasser ou encore de commencer le programme lié au Lean Management. Donc, il y avait la sécurité, il y avait la sûreté également, sécurité au travail, sûreté également de nos sites, tout ce qui est standard, normes, audit, tout cela, on s'assurait que nous étions au point parce que là-bas, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas d'à peu près, si je dois dire. Donc, on s'assurait qu'on soit bon à la base avant de commencer même le voyage Lean. Donc, pour dire que le Lean Management considère même ça d'abord avant d'aller plus loin dans l'optimisation de tous nos processus. Voilà. Maintenant, tu avais parlé également de certains outils. Pour avouer, c'est la première fois que j'entends. Peut-être qu'on les connaît ou je les connais, mais avec différents noms, mais je n'ai pas vraiment entendu parler de cela. Voilà. Merci Roland. Et je pense que aussi il avait une intervention à propos de l'application du Lean Management dans le domaine informatique. Voilà, OK. En fait, le Lean Management, comme je dis, s'applique à tous les secteurs. Il y a ce qu'on appelle le Lean Value Stream. Le Lean Value Stream s'applique à tout ce qui est processus lié au flux physique. C'est-à-dire, lorsque tu transportes des produits physiques d'un point A à un point B, tu peux implémenter les outils du Lean Value Stream pour pouvoir optimiser cette opération. Ou encore, lorsqu'on fabrique des produits physiques au sein d'une usine, ou lorsque on achète et qu'on livre des matières premières. Donc, tous ces flux physiques qui sont tangibles là, nous avons des outils qu'on appelle des outils du Lean Value Stream qui sont utilisés pour pouvoir optimiser ces processus. Maintenant, il y a le Lean également qu'on implémente dans l'environnement Office. Donc, on appelle cela Lean Office.
donc dans le secteur des services. Ça peut être dans le secteur bancaire, le secteur des assurances, de l'informatique, voilà. Donc, tout ce qui est immatériel. Là-bas, l'objectif, c'est d'optimiser le flux d'informations. Voilà. Et il y a des outils également qui existent pour pouvoir optimiser ces flux-là, pour les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides et beaucoup plus consistants. Et il y a même également des outils qu'on appelle pour tout ce qui est innovation, donc pour le développement de nouveaux produits, par exemple, qu'on appelle Lean Innovation, qu'on peut utiliser également pour pouvoir optimiser ces processus-là depuis la phase, on parle de ideation, jusqu'à ce que le produit soit lancé. Ok, Donc, ça merci existe. Roland. Super. On a deux questions dans le chat, notamment la première de Myriam, qui souhaiterait savoir quels sont les défis les plus courants rencontrés lors de la mise en œuvre du Lean Management et comment les surmonter. Voilà. Donc, déjà, comme je l'ai dit, c'est le changement de paradigme. Changement de paradigme, c'est-à-dire la manière de penser traditionnelle par rapport à la pensée du Lean. J'avais déjà souligné le fait qu'il faut un vaste programme d'engagement, ou encore, je pense que vous connaissez, le change management. Donc, le change management joue un rôle très crucial lorsqu'il s'agit d'implémenter, je veux dire, la méthodologie, la philosophie Lean dans une entreprise. Parce qu'effectivement, le Lean, c'est une philosophie. Donc, il faudrait que les personnes qui vont adhérer à cette philosophie-là comprennent, puissent l'épouser également, puissent l'accepter. Et comme on ne change pas nos habitudes du jour au lendemain, il faut un programme de gestion de changement pour le faire. Donc, la première difficulté, c'était ça en fait, le mindset. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut changer le mindset de nos collaborateurs? Donc, il y a eu des sessions de formation, des sessions d'information, comme quoi le lean management n'est pas venu pour, je veux dire, réduire le travail, mais au contraire, ça va vous permettre de mieux travailler, d'avoir moins de stress dans le travail, ce qu'on appelle le firefighting. Ça va permettre également d'éliminer tout ça. Ça va permettre également d'avoir plus de responsabilités parce qu'il faut faire maintenant confiance aux personnes qui sont, comme on le dit, dans le ground, sur le terrain. C'est plus comme avant où on avait des personnes pour penser, ou encore peut-être le chef pensait et les collaborateurs exécutaient. Non. Aujourd'hui, avec le lead management, comme je vous rappelle encore le huitième gaspillage, un use talent. On veut également utiliser les talents de nos ressources humaines pour pouvoir progresser, pour pouvoir atteindre encore de meilleures performances. Donc, raison pour laquelle l'objectif, l'un des objectifs du Lean Management, c'est de responsabiliser nos différents collaborateurs, voilà, pour contribuer à cela. Donc, c'était beaucoup plus un changement de mindset, le point de blocage qu'on a eu au niveau de Nestlé. Voilà. Et aussi, l'une des choses, c'est la culture. Parce qu'on a implémenté dans plusieurs pays, on a implémenté en Europe, en Asie, aux Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Afrique. La culture africaine n'est pas la même que celle de l'Europe ou encore américaine. Donc, il y avait même beaucoup plus de résistance en Afrique comparé à l'implémentation en Europe ou encore aux États-Unis. Parce que ce sont des personnes qui avaient déjà entendu parler du Lean, alors qu'ici, en Afrique, c'était peut-être la première fois. On ne savait même pas de quoi est-ce qu'on parlait. Voilà. Donc, la culture aussi est très, très importante lorsqu'il s'agit de gérer les changements, voilà, comme le Lean Management. Ok, merci beaucoup, Roland. On a une autre personne, Nami Kuma, qui a posé une question, à savoir comment choisir la méthodologie Lean pour résoudre un problème. Quels sont les différents outils pour chaque méthodologie? Est-ce qu'il y a des outils qui sont communs aux deux méthodologies, enfin, à ces méthodologies-là? OK. Je l'avais présenté déjà dans les slides. J'avais dit que si tu veux créer la stabilité,
par exemple, tu peux utiliser la méthodologie Six Sigma, voilà, qui est pas forcément une méthodologie qui découle directement du Lean Management, mais qui découle de la méthodologie Six Sigma, qui est, quant à elle, elle est américaine. L'origine est américaine, de Six Sigma. Quant à la méthodologie Lean, c'est plutôt japonais. Mais si tu veux créer la stabilité, tu peux utiliser la méthodologie Six Sigma. Pour créer la stabilité également, il y a des outils qu'on appelle le Standardized Work. C'est une méthode qui permet d'évaluer la manière dont on travaille aujourd'hui. Voilà. Évaluer également ce qu'on appelle le workload, la charge de travail entre un collaborateur par rapport à un autre qui travaille tous sur un même processus. Essayer de niveler la charge de travail pour que je veux dire, la performance de ce processus-là soit constant et consistant également. Donc, tu vas permettre d'avoir une stabilité dans la génération, de la production, de la performance de ce processus-là. Il y a d'autres outils qu'on appelle par exemple la chaîne d'aide, le help chain, qui permet, lorsque on a je veux dire des exceptions, j'ai oublié le terme en français, mais lorsqu'on a des crises, voilà, dans le système productif, pour que le système productif puisse revenir à la normale le plus rapidement possible, le mettre sous contrôle, il y a la chaîne d'aide, il y a un petit outil qui permet d'escalader, voilà, le problème à la personne ou vers les personnes qui peuvent rapidement régler cette crise-là. Voilà. Donc, il y a plein de petits outils qui existent. Ça, c'est pour la stabilité. Il y a d'autres outils pour créer la fluidité. Pour créer la fluidité, c'est ce que j'avais parlé du Mizusumashi, qui est vraiment en fait en milieu, je veux dire, industriel. Il y a également le concept, il y a un concept très important, qui est le concept en fait de One Piece Flow ou encore le concept des petits lots. Généralement, dans la conception de la production de masse, on avait l'habitude de produire en gros lot. Mais le problème, lorsque tu produis en gros lot, ça fait que ton processus de production est très lourd comparé à un système de production en petits lots. Si je vous dis, par exemple, pour une tâche bien précise, hein, je dis une tâche, par exemple, on te demande si ton système de production hein, est représenté comme le suivant. C'est-à-dire, tu prends une bouteille, tu la décapsules, OK? Et puis tu la passes à ton voisin. Supposons que ton voisin a besoin de 20 bouteilles. Le système de production en gros lot va se passer comme suit. Tu vas d'abord prendre 20 bouteilles. Ensuite, les 20 bouteilles, tu vas les décapsuler. Voilà. Après avoir décapsulé, tu vas passer maintenant toutes les 20 bouteilles à celui qui en a besoin. Dans le système en petits lots, on peut te dire, par exemple, pour travailler, au lieu de travailler en lot de 20, tu vas travailler en lot de 1. Donc, tu vas prendre une bouteille, tu vas la décapsuler et tu vas la passer à celui qui en a besoin. Ainsi de suite. Si je vous demande, entre ces deux manières de travailler, quelle est la manière la plus rapide selon vous? Ça sera quoi? Ça sera le processus en lot de 20 ou bien ça sera le processus en petits lots? Peut-être la personne qui a posé la question. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Oui, je m'explique. Je pense qu'en termes de processus, déjà, on cherche à avoir un élément fonctionnel. OK? Donc, comment on obtient cet élément fonctionnel-là? On pourrait définir ce qu'on appelle la chaîne de valeur déjà. Donc, de dire aujourd'hui, pour produire une bouteille, on a besoin de passer le plastique, la machine va gonfler et tout ça. OK? Donc, on s'est dit, si on fait passer un nombre, OK? Donc, on va essayer de mitiger le risque de 20 bouteilles à la minute pour qu'elles soient remplies. Si jamais les bouteilles de 1,5 litres se retrouvent à 2 litres, donc on a un overload, on perd de l'eau et nos bouteilles ne sont pas bien remplies,
On doit avoir ce qu'on appelle généralement des dispositifs check-erreur, en fait, pour rapidement identifier et puis lancer les processus qui vont déclencher, au fait, l'ajustement de ce process-là. Donc, généralement, ce qui se passe, on essaie de regarder à quel niveau de risque on se situe si on part sur telle chaîne de valeur, en fait. Donc, en ce moment-là, on définit que, OK, on part sur la production de 1000 lots. Après, dans le check, quand on se rend compte qu'il y a un gap par rapport à ce qu'on a défini comme baseline au niveau de nos processus, on va donc faire ce qu'on appelle le réajustement, en fait. Donc, on va soit arrêter les machines temporairement, OK, et corriger l'erreur parce que ça va impacter toute la chaîne de production, en fait. Donc, c'est OK. pour ça que je dis, en termes d'exemple, moi, je dirais plutôt, si on part sur un processus, c'est bien, OK? Mais quelque part, faut regarder qu'est-ce qui est valorisant et moins risqué déjà pour l'entreprise. Ce que j'avais pris, c'est juste un cas simple hein, pour illustrer en fait deux concepts, encore deux philosophies de production. La production de masse et la production en, je ne sais pas si je dois dire, en petit lot. Voilà. Parce que l'un des fondements également pour créer la fluidité, c'est le lot de production. Le lot de production, on ne dit pas que le lot de production soit le plus petit possible, mais il doit être en fait optimal. Et généralement, lorsqu'on part, on évolue vers un lot de production assez élevé, automatiquement, tu vois, la conséquence, ça sera automatiquement, par exemple, la surproduction, mais ça sera également des retards de production. Parce qu'on pense que lorsqu'on produit beaucoup en un coup, on pense qu'on est rapide. Mais en réalité, lorsque tu analyses en fait ton processus, si tu produis avec un lot beaucoup plus petit, automatiquement ton client final va recevoir ses produits beaucoup plus rapidement que celui qui produit en gros lot. Même un exercice de simulation qu'on appelle généralement le boss game, qu'on a l'habitude de jouer, qui permet d'illustrer de manière pratique la différence entre ces deux concepts-là. Voilà. Donc, faut toujours, je veux dire, c'est un des fondements de la création de la fluidité, toujours fonctionner en petits lots. Voilà. Et le dernier outil, en fait, que je voulais mettre en exergue, l'outil qui peut permettre de produire à la demande, donc pour être beaucoup plus agile et travailler de manière synchronisée avec les différents processus, avec les autres processus, c'est la méthode Kanban. Voilà. La méthode Kanban, c'est un processus qui permet de produire à la demande. Chaque processus est déclenché en fonction du processus suivant qui demande à ce qu'on puisse produire telle ou telle quantité. Voilà. Généralement, pour pouvoir implémenter ce genre de processus-là, il faut avoir un niveau de stabilité assez élevé et un niveau de fluidité assez élevé également. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'avais parlé de phase de maturité. Tu ne peux pas être agile si tu n'es pas d'abord stable et si tu n'as pas une certaine fluidité dans tes opérations. C'est ça. En effet, je pense qu'il y a aussi un concept très... Xavier, Oui, désolé de te couper. On est, on a vraiment dépassé le temps imparti. C'est clairement que le sujet suscite beaucoup d'intérêt. Et voilà, donc je vais me permettre de demander à Roland de te demander de rentrer en contact avec Roland. Voilà, je pourrais te passer son LinkedIn, s'il le permet, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Vraiment désolé d'avoir interrompu ton intervention. Voilà, c'est juste on a vraiment dépassé le temps. On va permettre également à Roland et également à bien d'autres de pouvoir se retirer pour vaquer à leurs occupations. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous avez porté à ce billet talk et j'en remercie davantage Roland qui, de son expérience, pardon, a permis que
nous puissions mieux connaître le lean management et si vous l'avez bien remarqué, qui n'est pas loin de certains outils que la business analyst met en place et se sert dans son quotidien. Voilà. En tout cas, Roland, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la richesse de ta présentation. Et voilà, je sais, enfin, j'ose croire que c'est pas la dernière fois que nous t'aurons lors de nos billets talk. Merci encore. C'est Voilà. moi qui vous remercie. Voilà. Donc, pour terminer, c'est juste l'annonce du prochain billet talk qui est prévu, donc, comme vous le savez, au dernier mercredi du mois. Et donc, pour le billet talk de août, donc qui se tiendra le 28 août, le thème, c'est sur l'importance des codes culturels dans le marketing. Et comme invité pour en parler, nous aurons Franck Arnaud Edja, que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux comme Prince Edja, d'accord? Et pour ce billet talk-là, il se fera en présentiel et le lieu, c'est le Collab d'Abidjan. Voilà, donc je vous prie de rester en contact ou connecté à nos différentes plateformes, notamment LinkedIn, Instagram également et Facebook aussi, afin que nous puissions vous partager les différentes informations relatives à ce billet talk-là. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce BL Talk. On était près d'une vingtaine, sinon plus, avec certaines personnes qui se sont déconnectées, notamment l'aîné Jean-Noël, l'aîné également Stéphane. Et voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et on se donne rendez-vous au prochain BL Talk prévu, comme je l'ai précisé, le 28 août. Merci encore et excellent mois d'août qui commence dès demain. Et bonne soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci, Roland. Au Merci. revoir. Merci.